Alors, c'est une problématique moi, que je connais surtout par rapport à celle de l'abonnement. L'abonnement, comment on diffuse au maximum ces contenus pour créer derrière des acheteurs, donc des Mmh. abonnés qui sont pas les mêmes. Effectivement, on voit que les contenus qui se diffusent ne sont pas ceux qui font vendre nécessairement. Pas nécessairement, ça peut être le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et souvent, ce n'est pas le cas. Euh, je dirais que oui, alors je suis d'accord sur cette question-là, à condition qu'il n'y ait pas non plus une trop grosse disparité entre les diffuseurs et les acheteurs. C'est-à-dire que Bien s'il n'y a sûr. vraiment pas d'affinité du tout, ça ne marche pas non plus. Ah non, Je c'est te donne un influenceur exemple. dans ce cas-là. Mmh. Et tu vois, j'ai un exemple concret parce que je l'ai testé sur mon blog. Un jour, j'ai décidé de tester un nouveau format parce que ça sert à ça, hein, d'avoir un blog, ça sert à tester des choses. Et donc, j'ai décidé de faire un format assez humoristique où je me souviens, le sujet, c'était 10 raisons, 10 manières de préserver la concorde avec son geek, avec son techno aidant, avec la personne avec qui va développer votre site. Et donc, il y a 10 choses à ne pas lui dire si vous voulez vraiment éviter de fâcher. Et c'était un contenu drôle, assez humoristique, assez bien vu par rapport en tout cas par rapport à mon expérience et à celle que les autres avaient, qui a très très bien fonctionné. Il a extrêmement bien diffusé. J'ai jamais eu autant de relais, de retweets, etc. C'est un des papiers qui a eu le moins de retombées économiques pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu 0 appel derrière. Donc voilà, là l'idée, c'est que oui, j'ai eu des diffuseurs et ça a sans doute contribué à asseoir ma notoriété. Donc c'était pas forcément inutile. Néanmoins, le rendement de ce papier n'était pas bon. C'est pour ça que je ne l'ai pas refait. J'en ai fait un autre après pour tester et valider, plutôt invalider la technique, mais j'en ai pas refait après. Parce que voilà, ça ne sert à rien de faire venir des gens qui finalement vont s'en amuser, mais qui ne sont pas vraiment consommateurs de tous les autres contenus que je peux proposer. Donc il faut une certaine affinité quand même si bien sûr, ce n'est pas complètement inutile non plus en termes, voilà, en termes de. Il peut y avoir une stratégie de notoriété en général qui peut avoir un effet indirect en deuxième temps. Enfin, en termes de rentabilité, en tout cas, ce n'était pas efficace. Et je dirais qu'aujourd'hui, les contenus pour créer de l'abonnement, il y a ceux qui font de l'audience et qui vont faire venir du gens dans votre tunnel de conversion. Et ça, c'est des contenus souvent émotionnels, souvent dramatiques, polémiques, des sujets qui vont, voilà, ou au contraire très, très pratiques. Euh, non, justement, les sujets pratiques, ils sont les deux. Ils peuvent faire aussi du contenu, de la diffusion, mais surtout c'est ceux-là qui vont être achetés. Donc, il y a les autres contenus, effectivement, ceux qui vont rendre un vrai service, et c'est ceux-là qui vont être achetés. Alors, qu'est-ce que c'est rendre un service? Pour moi, j'identifie 3 types de services, enfin 4 même. Quand on parle de service, on pense toujours au service pratique. Mais non, en fait, tous les contenus rendent des services. Simplement, ce n'est pas les mêmes types de services. Et il y a des services qui sont à usage immédiat, rapide, et d'autres qui sont à usage différé. C'est la différence que je fais, moi, avec les services. Le service intellectuel, c'est un service différé. Le bénéfice, on en a un, c'est se faire plaisir, se sentir intelligent, certes, mais le bénéfice concret, on ne va l'éprouver que plus tard. Par exemple, on sait que ceux qui ont la meilleure information, le meilleur niveau d'information, ont aussi plus de chances de progresser dans l'entreprise. On sait que c'est aussi ceux qui vont faire les meilleures rencontres intelligentes, socialement et économiquement parlant. Bon, donc il y a un intérêt différé, mais concret, mais différé, alors que le sujet pratique, c'est celui qui va vous aider à monter votre table basse, à faire votre mur, etc. Donc, on sent tout de suite beaucoup plus rapidement le service rendu sur du pratique. Les deux autres services, c'est le service de plaisir, quand on rigole, quand on s'amuse. Ça, c'est un vrai service et les gens sont prêts à payer pour ça. C'est pour ça que les gens vont voir des spectacles ou qui vont voir des films qui les font rire. Et puis, le dernier, c'est le service social, la conversation. Et c'est ce que les gens achetaient, en fait, quand ils achetaient un journal autrefois. C'est principalement ça qu'ils payaient. Ils achetaient du carburant social. Qu'est-ce qui allait alimenter la conversation de la machine à café, du café tout court et de ses collègues. Cet aspect-là, cette valeur-là, elle a été volée, elle a été préemptée par les réseaux sociaux, par les plateformes. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus s'appuyer dessus. Ce qui était hier payant, aujourd'hui est gratuit. Mais néanmoins, ça reste un service très, très puissant. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de récupérer cette conversation, cet usage social sur ses propres plateformes à soi, parce que c'est ça véritablement qui crée un des services les plus puissants. Je le mets au centre. Je le mets au centre. Quand le service est intelligent, il est pratique, Et divertissant. qu'il est divertissant, il se partage. D'où les 4 P de ce que j'appelle moi le marketing mix, motivation mix. Hein, le pratique, plaisir, pensée et partage. Et le partage, c'est au centre. Donc vraiment, pour moi, c'est le cœur de la machine. C'est une bonne formation à marketer, ça. Ça me fait penser, quand je t'écoute,
a un marketeur américain ici qui a très, très bien vendu son agence à l'époque et qui est aujourd'hui devenu un speaker de talent. Il vient du monde j'arrive au fait, il vient du monde en fait de Hollywood, des films hollywoodiens. Et il a un petit peu révolutionné l'approche de création des contenus justement standards. Parce qu'il disait que alors, il ne le qualifiait pas avec des mots aussi précis que le tien, que toi en 4 phases, mais il a démontré que les contenus hollywoodiens étaient en fait, revêtaient toutes les caractéristiques, les 4 que tu présentes. Et il a donné des exemples très concrets que moi, j'avais transposés après dans un de mes cours à la France. Et il avait donné l'exemple suivant. De combien était, selon vous, la vente de Dalmatiens avant le film Les 101 Dalmatiens? Et il avait démontré, mes stats à l'appui, que quasiment personne n'achetait des Dalmatiens. Enfin, les chiens qui étaient achetés, c'était des bergers allemands, c'était des labradors, des chiens assez classiques. Et il a démontré l'attrait, mais phénoménal que ce dessin animé, qui revêtait toutes les caractéristiques d'un contenu quelque part, avait eu sur l'impact et la croissance de la vente de Dalmatiens. Et il avait ensuite raccordé les wagons avec une agence marketing qui devait faire le marketing pour promouvoir la vente d'un certain type de race de chien. Bon. Et dit, d'après vous, quel est le contenu qui va le marcher le mieux? Celui où on va vous expliquer la taille des taches du Dalmatien ou des contenus qui seraient inspirés directement de ce dessin animé? Bon, donc il avait fait tout un pataquès après. Et c'est vrai que je m'étais dit, en France, par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis a quand même redoré le blason du Nord en termes de tourisme, comme je pense aucun contenu d'agence touristique n'a jamais pu le faire. C'était un contenu au service du marketing qui a fait mieux. Donc, je me dis que ce que tu décris là est exactement ce qui devrait être fait. D'ailleurs, c'est souvent, maintenant aux US, quand on parle de storytelling, c'est de ça dont on parle. Hein. Ça regroupe typiquement les 4 caractéristiques des produits que tu présentes. Est-ce que ça, tu arrives à le vendre facilement en France? Oui, alors je le vends en expliquant, en mettant des choses concrètes derrière. Mais oui, bien sûr, en réalité, quand j'arrive sur un site, on retrouve tous ces éléments. Ils sont très clairement dispersés, parfois ils ne sont pas cohérents, parfois l'équilibre n'est pas bon. Je vais vous dire clairement, en fait, on a un souci souvent dans les médias avec un trop gros P de pensée au détriment du plaisir et du pratique. Parce que voilà, les journalistes sont des intellos, qu'ils se projettent encore, on revient sur le premier point, hein, ils se projettent beaucoup dans ce qu'ils aiment et pas forcément dans ce que les autres aiment. Et puis parce qu'il y a aussi cette distorsion un peu difficile à comprendre entre ce que le lecteur vous dit qu'il veut et la réalité de ce qu'il est capable d'assimiler. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, le lecteur, je ne dis pas ça, mais entre ce qu'il vous dit qu'il lit et la réalité de ce que vraiment il est prêt à assimiler, il y a quand même un écart. Et puis surtout, il faut beaucoup soigner la forme. C'est-à-dire que dans le plaisir, je mets aussi les formats. Si vous faites un quiz ludique pour expliquer les 10 dernières réformes, je ne sais pas moi, de l'impôt sur le revenu, en essayant de voir s'il y a des petits pièges ou des choses un peu rigolotes, ça sera plus efficace que si vous faites un papier de 3000 signes ou de 5000 signes pour expliquer ça. Donc, il y a le format va jouer énormément, la notion de plaisir y compris, est extrêmement liée aussi à l'efficacité. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout ça à la fois. Et par contre, le dosage, plus vous faites des trucs intelligents, et donc un peu compliqués, plus il faudra veiller à ce que le plaisir soit important. C'est ça qui est mal géré souvent. C'est qu'on a des trucs trop arides. Et on retombe sur cette culture un peu rigoriste de l'information intelligente, ça se mérite. Hein, c'est vraiment. Alors là, on retombe sur des choses judéo-chrétiennes. Moi, je pense à Mediapart à chaque fois, qui est vraiment. Voilà, et du Plenel, attention, si c'est sérieux, ça doit être austère, parce que c'est la garantie du sérieux. Ben, en fait, non, ça ne marche pas, ça. Plus c'est compliqué, plus c'est difficile, plus il faut au contraire y mettre des formes, le rendre agréable, attachant, et donc storyteller, quoi. Alors, ça ne marche pas, oui. Mais c'est une forme de marketing aussi, ce que fait Plenel. Hein, parce que c'est ça, Oui, c'est son mais alors, identité. oui, c'est une forme de marketing. Alors, moi, je sais, pour avoir travaillé un petit peu avec eux, que, par exemple, ils ont un souci de consommation de contenu. Donc, oui, c'est du marketing, c'est-à-dire qu'on va s'abonner à leur contenu parce que c'est une cause. Et il y a plusieurs éléments qui favorisent ça. Un, on soutient une cause, c'est-à-dire un journal indépendant dont on a besoin pour la démocratie, etc.
Deux, on se rassure en disant qu'on est soi-même très bien, mieux informé que les autres, puisque en fait, on a une indépendance, une liberté, etc. Donc, c'est rassurant. C'est pourquoi j'achète un ordinateur qui a 4 gigas de Hertz alors que je ne fais pas de montage vidéo ni rien. Bah, si je veux, je peux. Ouais, c'est pareil. Donc, je vais aller chez Mediapart parce que si jamais je veux être bien informé, il faut que j'y sois. Donc, ça, c'est du marketing. Néanmoins, il y a un problème de consommation. Ils lisent Comment? pas Au final, les gens Assez qui peu. s'abonnent, c'est incroyable. Il y a quelques contenus qui retiennent l'essentiel de l'attention. Et par rapport à la masse des contenus qui sont produits, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas consommées, pas lues. Un problème d'agrément, un problème de mise en forme, parce qu'ils n'ont pas cette culture, c'est l'antithèse même d'une forme de culture, justement, de marketing. Marketing éditorial, c'est un gros mot, évidemment, pour eux. Et c'est dommage, parce que ça permettrait aux gens d'avoir une meilleure consommation, donc une meilleure fidélisation. Bon, ils s'en sortent bien parce qu'effectivement, ils jouent de ce marketing sur d'autres aspects. Donc, je ne dirais pas qu'ils sont mauvais, mais pour avoir été contacté par eux, je peux vous dire que ça fait partie des problématiques qu'ils ont. Mais ce qui est phénoménal, c'est qu'ils sont pourtant cités de manière, et je pense à juste titre, comme une référence dans le milieu des médias pour être capable de, je veux dire, vivre de leur boulot, quoi, Oui. sans aller se vendre en pub, sans aller demander de l'argent à Pierre-Paul Jacques. Enfin, ça prouve quand même que malgré tout, c'est un modèle qui marche, alors que ceux dont les contenus pourraient être consommés, ils ont du mal à vivre de cette consommation, a priori, non? Je parle des médias. Alors, le Figaro est un modèle qui fonctionne, qui a choisi radicalement un autre modèle avec 60%, 60 ou 70%, je n'arrivais pas à voir les chiffres récemment, j'ai demandé, mais je ne les ai pas eu, entre 60 et 70% de revenus qui viennent de la publicité et des diversifications, et 30% de l'abonnement. Le Monde, c'est le contraire, c'est inversé. Donc, il y a quand même plusieurs modèles qui fonctionnent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que Mediapart, ça marche comme ça, que ça ne marcherait pas mieux si on faisait autrement. Mais ça, c'est sûr. Donc, mais effectivement, ils ont réussi à trouver, sur le plan marketing, là où ils ont été malins, c'est qu'effectivement, ils ont trouvé, d'ailleurs, moi, j'ai assisté à leur lancement et à leurs évolutions au fil de l'eau. Ils ont assez rapidement compris sur quel sujet il fallait aller et sur quel sujet il ne fallait pas aller. Parce qu'il y a certains sujets qui sont plus vendeurs que d'autres. Hein, les frégates à Taïwan, c'est moins porteur que le ministre de l'économie qui ment sur sa fiche de paie et qui ne paye pas ses impôts. Et il y a des histoires qui sont plus bankable que d'autres. Donc, il y a du marketing éditorial, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils font quand même. Par contre, sur la forme, la notion de plaisir n'est pas assez présente. Ils s'améliorent, ils proposent des choses avec des formats, je ne dis pas que ça ne s'améliore pas, hein, il y a des choses qui sont bien, notamment sur les formats audio ou audiovisuels, sur les vidéos. Mais sur la partie écrite, ça reste encore un peu hard, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous êtes intelligent, si vous voulez. Après, vous avez aussi, ils ont une chapelle. Ils touchent un public qui est peut-être aussi comme ça. C'est-à-dire, ils ont majoritairement des gens qui sont de niveaux sociaux professionnels élevés, des gens instruits, professeurs, chercheurs, etc. Donc, ça coïncide davantage avec ce public-là. Mais même pour ce public-là, pour l'avoir expérimenté, il faut leur apporter du plaisir aussi. C'est un truc que les gens n'ont pas forcément compris. Ah, c'est un public professionnel, il faut être sérieux. Ben non, vous pouvez aussi faire un peu d'humour, vous pouvez apporter de la légèreté, y compris à des professionnels. Écoute, c'était une super digression et un exemple formidable. Moi, c'est marrant parce que, juste pour terminer là-dessus rapidement, je me suis toujours dit, et je ne parle absolument pas ni de la coloration politique, ni de la nature des investigations, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout mon point, mais j'ai toujours considéré que Le Figaro avait une très belle évolution parce qu'ils avaient conçu l'évolution de leurs médias comme une plateforme digitale de prospection, de diffusion de contenu, indépendamment, et je veux dire, la dimension média avec mission journalistique, elle est limite passée un peu en seconde zone, quoi. Bon, mais je te parle au plan économique, je parle encore une fois pas du tout de la coloration politique ni rien. Alors qu'à l'inverse, Mediapart, je trouve, a été à l'opposé extrême de cette recherche de c'est quoi le journalisme, en disant on va banquer tout sur le journalisme d'investigation. Ce que doit vraiment être le journaliste. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas ce côté que tu as en justice aux États-Unis, où le procureur, à la fois il instruit, mais en même temps il enquête. Tu n'as pas cette double dimension. J'ai été avocat parmi les juridictions, ça n'existe pas, ça. Donc, à un moment donné, quelque part, c'est laissé libre pour un certain type de professionnels. Et indépendamment de l'aspect guérilla, juge, petit juge et autres, que j'apprécie pas beaucoup, la dimension, la logique économique de Mediapart consiste à dire on appuie à fond sur
on est l'essence même d'un média, c'est-à-dire qu'on enquête et on va chercher l'info. Je trouvais qu'en tous les cas, en termes de modèle économique et de vision, c'était assez puissant. Maintenant, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait, c'est un autre sujet.